sommaire de ce journal, fausse identité, fausse domiciliation, âge incompatible à la souscription. L'ADL a recensé de nombreux cas de fraude lors de la souscription au programme ADL 2. Plus de 90 000 demandes ont été rejetées. Les résultats seront connus le 24 novembre. Nouveau rebondissement dans l'affaire des magistrats faussaires. Le dossier introduit par Ben Youssef Mellouk aurait disparu de la Cour suprême selon son avocat. En Libye, le numéro 2 du renseignement, Mustapha Nouh, enlevé hier près de l'aéroport de Tripoli, a été libéré ce matin par ses ravisseurs. Son enlèvement faisait craindre une recrudescence des violences en Libye. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils ont été plus de 900 000 à souscrire au programme ADL. Mais nombreuses sont les demandes rejetées. Les explications données par l'ADL sont tout aussi nombreuses. Et des notes de plusieurs fraudes, fausse identité, fausse domiciliation, âge incompatible à la souscription. Les raisons sont multiples. L'ADL entame pour le moment la dernière phase de validation. Par la vérification des documents, les demandes ADL validées seront connues le 24 novembre. Zinab Maïch. Les souscripteurs au programme ADL seront fixés le 24 novembre. Pour rappel, 230 000 logements sont inscrits au programme 2013-2014 et 90 000 seront réalisés pour la seule wilaya d'Alger. Mais d'ores et déjà, 700 000 dossiers sont en cours de traitement et de nombreux sont apparus infructueux. Au total, il a été comptabilisé 900 005 souscripteurs. Parmi eux, 100 039 sont excédentaires. À titre d'exemple, 34 souscripteurs se sont inscrits 22 fois, 45 se sont inscrits 21 fois. Dans cette première phase d'analyse, 73 726 souscripteurs au logement sont inéligibles, certains pour s'être inscrits plusieurs fois dans différentes wilayas. Le service de validation ADL a relevé des demandes non conformes pour fausse identité ou parce que le postulant avait un âge inférieur à celui du travail. Cela sans compter qu'environ plus de 17 000 ont été identifiés comme ayant déjà bénéficié de logements ou d'aides de l'État. L'épluchage des dossiers doit se finaliser par la confrontation aux pièces communiquées, ce qui devrait certainement amener à la baisse le nombre de validations des demandes. Le rejet des dossiers pourrait engendrer des réactions. À noter qu'aucune information n'a été communiquée pour ceux qui se sentiraient lésés et souhaiteraient faire un recours. Des erreurs sont possibles, commises par les demandeurs, mais aussi par le service de validation. L'affaire des kidnappeurs assassins du jeune Riles Hadjou, examinée ce lundi par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. Les assassins présumés sont au nombre de 4. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, homicide volontaire avec préméditation, rapt en vue de réclamer une rançon et dissimulation du corps de la victime. Pour rappel, l'enlèvement de la victime est survenu le 18 octobre 2012 à Azefoun, à l'est de la wilaya de Tizi Ouzou. L'enlèvement du jeune Riles avait soulevé une vague d'indignation et mobilisé la population de la région. Le jeune Riles avait été tué par étranglement dans une maison en chantier à Azefoun avant que ses assassins ne déplacent sa dépouille à une dizaine de kilomètres à l'est de cette ville. Je vous le disais dans le sommaire de ce journal, nouveau rebondissement dans l'affaire des magistrats faussaires. Le dossier introduit par le Moudjahid Ben Youssef Mellouk aurait disparu de la Cour suprême. Son avocat, Maître Moqran Ait Larbi, n'hésite pas à évoquer un déni de justice. Ahmed Bey. Où est passé le dossier de Ben Youssef Mellouk? L'ancien fonctionnaire du ministère de la Justice et son avocat, Maître Moqran Ait Larbi, ont révélé hier la disparition du dossier de pourvoi en cassation qui avait été introduit auprès de la Cour suprême en février 2011. Cette action faisait suite à une condamnation à une peine de 4 mois de prison ferme pour diffamation prononcée à son encontre par la Cour d'Alger. Les plaintes avaient été alors déposées par 2 anciens ministres, Mustapha Mohamdi et Mohamed Djeraba. Ces responsables font partie de la cinquantaine de personnalités, essentiellement des magistrats, qui auraient acquis le statut de Moudjahid en utilisant de fausses attestations communales. Véritable combattant durant la révolution algérienne, Ben Youssef Mellouk avait longuement enquêté sur ces affaires lorsqu'il était fonctionnaire au ministère de la Justice. Constatant que les autorités n'avaient pas réagi à ces investigations, il décide au début des années 90 de médiatiser ce dossier. Depuis, il subit une cabale sans fin. Malmené par l'administration et la justice, il poursuit malgré tout son combat. Hier, Maître Moqran Ait Larbi a estimé que la disparition du dossier de son client est un flagrant déni de justice. Reste maintenant à savoir si Slimane Boudi, le nouveau premier président de la Cour suprême, pourra intervenir pour mettre fin à cet impair.
Les bus de l'Etusa, toujours immobilisés après la grève illimitée lancée par les travailleurs, aux grandes dames des usagers. À l'origine de cette grève, le gel depuis le mois d'octobre de la section syndicale de l'entreprise de transport public. La direction estime que cette grève est illégale et que toutes les revendications socio-professionnelles des grévistes ont été satisfaites. En octobre 2012, les grévistes ont été rejoints hier par les chauffeurs des bus de transport d'étudiants. Ahmadou Yahya, l'ancien secrétaire général du Rassemblement national démocratique, a été désigné par la Commission de l'Union africaine chargée des élections pour superviser le bon déroulement des élections législatives en Mauritanie le 23 novembre prochain. Cette nouvelle, qui ressemble à une gageure, a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mohamed Ben El Haj. Qui a dit que l'Algérie est incapable de placer avantageusement ses produits locaux à l'exportation? L'admiration que nous vouent nos amis africains et leur souci de nous complaire vient de trouver une illustration cocasse. Pour veiller au bon déroulement des élections législatives en Mauritanie, prévues le 23 novembre prochain, la présidente de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma, a proposé à l'ancien secrétaire général du RND, Ahmadou Yahya, de conduire la mission africaine de supervision de ces élections. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères se réjouit de ce choix destiné, je cite, à appuyer la démocratie et à ancrer l'état de droit. Il y a de quoi se réjouir doublement de ce choix. D'abord, en matière de produits d'exportation, nous avons là une spécialité, en réalité la seule dans laquelle nous excellons véritablement. L'urne à double fond, quand elle n'est pas tout simplement scellée par avance. Ensuite, le choix de M. Yahya, auquel il est permis peut-être de trouver d'autres qualités que celle de garantir la bonne tenue d'élection, ressemble à une reconnaissance pour cet artiste, dont le parti restera dans la chronique du trafic électoral comme une référence absolue. Qui n'a en mémoire en effet la naissance prématurée, la maturation et la victoire sans partage du RND, dont la tambouille filmée en direct en 1997 par les télévisions étrangères fera mourir de rire jusqu'au clone du FLN. Belkhadem se Gossandou Yahya, il faut dire qu'ils nous en ont donné du bon temps, nos démocrates de l'ex-majorité présidentielle. Pour revenir aux électeurs mauritaniens, il est à craindre qu'ils se retrouvent avec une majorité RND, pour peu que l'ancien secrétaire général n'ait la main trop lourde. À l'étranger, le vice-président du renseignement libyen, Mustafa Noh, enlevé hier dimanche près de l'aéroport de Tripoli, a été libéré ce matin par ses ravisseurs. Son enlèvement faisait craindre une recrudescence des violences après 2 jours d'affrontements entre groupes armés. Ces violences avaient éclaté vendredi quand une milice originaire de Misrata, installée dans le quartier de Ghargour, dans le sud de Tripoli, avait tiré sur des manifestants pacifiques venus réclamer son départ de la capitale. Après une première journée israélienne, le président français, en visite au Proche-Orient, a animé à Ramallah une conférence de presse aux côtés du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. François Hollande a rappelé la position traditionnelle de la France et de l'Union européenne dans le conflit israélo-palestinien. Hollande parle d'argent aux Palestiniens, mais il offre de l'or aux Israéliens. Ici, un souhait sur le partage de Jérusalem entre les 2 États, et là des serments d'amitié éternelle et un durcissement sur le nucléaire iranien, et les Israéliens n'en demandaient pas plus. Ahmed Hali. Avec François Hollande et son escapade israélo-palestinienne, c'est un peu l'auberge espagnole. Chacun y retrouve ce qu'il y a apporté, mais tout le monde n'a pas droit au même dessert. Hier, à Ramallah, le président français a dit aux Palestiniens ce qu'ils voulaient entendre, à savoir que Jérusalem, El-Quds, devait être la capitale de 2 États, israéliens et palestiniens. La veille, avec les Israéliens, il n'a pas abordé cet épineux sujet susceptible de fâcher, d'autant plus qu'il n'était pas venu pour ça, bien au contraire. Concernant le statut de Jérusalem, Hollande a avancé d'1 pas et reculé de 2 en ajoutant 2 conditions rendant impossible la réalisation de ce vœu pieux. Si les négociations aboutissent et si un accord de paix est trouvé, que ne ferait-on avec ces 6 conditionnels si les Israéliens ne travaillaient pas à les rendre quasi rédhibitoires? Il y a le processus de judaïsation systématique des quartiers est de la ville sainte, en les vidant de leur population non juive par l'expulsion le plus souvent ou par des procédés commerciaux sordides. Parallèlement à cette action visant à imposer le fait accompli, la colonisation de la Cisjordanie se poursuit à un rythme effréné. L'annulation récente d'un projet de 20 000 logements n'étant qu'un petit geste inutile par rapport aux dizaines de milliers de logements en construction. Bref, François Hollande en dit sans doute plus aux Palestiniens
Mais aux Israéliens, il en donne encore plus. En hébreu, s'il vous plaît. Et sur leurs deux obsessions du moment, la sécurité et le nucléaire iranien. Au Chili, elle est arrivée en tête de la présidentielle, mais devra tout de même passer par un deuxième tour. Michelle Bachelet, créditée de plus de 46% des voix, affrontera Evelyne Matei le 15 décembre. C'est un face-à-face inédit dans l'histoire du Chili. Michelle Bachelet, première femme élue au suffrage universel à la tête d'un pays sud-américain en 2010, était la grande favorite du scrutin, avec une popularité inaltérée depuis la fin de son mandat. En 2010, à l'époque, la Constitution l'avait empêché de postuler à un second mandat consécutif. Pour finir, ces images de l'arrivée de la sélection burkinabé de football hier soir à Alger pour affronter son homologue algérienne au stade Mustapha Tchaker de Blida en match retour des barrages qualificatifs au Mondial 2014 au Brésil. Les étalons en stage depuis lundi dernier à El Jadida au Maroc sont arrivés à bord d'un vol spécial. La délégation composée de 64 personnes a été accueillie à l'aéroport international Houari Boumedienne par des supporters des Verts notamment. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Atlas TV. Pour cause de match Algérie-Burkina Faso demain mardi, pas de JT. Atlas TV sera aux couleurs de l'équipe nationale. Rendez-vous donc mercredi 21h45.